Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Au cœur du travail, podcast où la vie en entreprise se raconte. Aujourd'hui, mon invité, Christophe Tournier, a un parcours très dense et on aura l'occasion d'y revenir. Pour te présenter rapidement, Christophe, tu es expert compensation et bénéfices, tu es formateur à la MBS School, à l'École supérieure des assureurs et notamment à l'IAE. Tu as eu plusieurs missions en tant que DRH et dans le management de changement. Jusqu'à présent, tout va bien? DRH non, mais dans une équipe RH, absolument. Vous allez voir, Christophe est quelqu'un de précis. Tu as rédigé un mémoire sur la Pay Transparency qui va sortir bientôt, en tout cas qui va être transcrite dans le droit français dans les mois à venir. Les délais sont encore assez incertains, mais ce sera d'ici l'année prochaine, sur donc directive européenne sur l'égalité, sur la transparence pour l'égalité des salaires entre hommes et femmes. On aura aussi l'occasion d'y revenir. Et tu as été arbitre de haut niveau, pour des matchs de haut niveau dans le football. Et tu as été président de la commission régionale des arbitres. Et aujourd'hui, tu es observateur national Génial. et régional pour observer finalement tout le milieu de l'arbitrage. La première question que j'avais envie de te poser quand j'ai lu ton parcours, lu ton mémoire et fait quelques recherches, c'est finalement, dans toute cette carrière, qu'est-ce qui a fait sens pour toi dans le travail ? Déjà, c'est le sens de la justice, c'est l'impact qu'on peut apporter, c'est la création de valeur, c'est le fait de s'engager dans des actions positives. Par exemple, être arbitre, ça n'arrive pas comme ça. Ça arrive par opportunité, par passion, etc. etc. Donc, tout ça fait que mon parcours a été guidé par toutes ces valeurs. Quand tu dis opportunité, tu dirais qu'on doit créer sa chance dans sa carrière professionnelle ? Je crois qu'il faut être acteur de son évolution professionnelle, il faut être acteur de son parcours professionnel, ne pas le subir. On a la chance de rencontrer dans le monde professionnel des gens brillants qui vous servent de mentors. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir bénéficier de leurs conseils, bénéficier de leur parcours. Et puis quand on arrive après 30 ans de carrière, c'est de transmettre toute cette expertise aux nouvelles générations qui arrivent sur le marché du travail. Oui, quand on s'est rencontrés, effectivement, c'est quelque chose que tu m'as partagé, que tu avais envie de transmettre aujourd'hui, avec toute cette expérience. Il y a, je pense, trois phases dans une vie. Il y a une phase de learning, où on apprend. Il y a une phase de earning, où on gagne de l'argent. Et puis, il y a une phase de giving, donc où on transmet. Moi, je suis plutôt dans la phase de giving aujourd'hui, puisqu'il me reste à peu près 10 ans à travailler avant de partir à retraite à taux plein. Donc, ces 10 ans, je voudrais les mettre à profit pour apporter mon expertise à la fois dans le conseil, auprès des nouvelles générations, dans la formation, puisque je suis formateur depuis maintenant 15 ans. Déjà, former quelqu'un, c'est lui transmettre un savoir. Donc, c'est toutes ces valeurs qui m'animent en fait aujourd'hui. Et ces valeurs, j'imagine que elles ont été des leviers de motivation pour saisir les opportunités ? Oui, absolument. Si je fais un comparatif entre l'arbitrage de football et le monde de l'entreprise, il y a beaucoup de passerelles entre le sport de haut niveau et l'entreprise. Quand vous êtes un arbitre de football ou d'un autre sport d'ailleurs, que ce soit le basket, le volley ou le handball par exemple, ou le tennis, vous avez déjà la possibilité de manager, de diriger un match et donc de prendre déjà des responsabilités. Quand à 16 ans et demi, vous êtes lancé sur un terrain de football, que vous avez des capacités qui vous donnent de l'assurance pour la suite, ça se transmet tout de suite. Et tout de suite, vous êtes amené aussi à manager des équipes dans le monde professionnel. Donc ça vous donne de l'assurance parce qu'encore une fois, quand on est arbitre, il faut prendre des décisions justes, équitables, parfois fermes, bien évidemment, parce qu'on est là pour protéger les joueurs. Et dans le travail, c'est aussi ce qu'on demande. On demande au manager d'être ferme, d'être juste, d'être équitable, mais de donner un cap aussi, c'est important aux collaborateurs. Donc voilà, c'est un peu ce parallèle qui est assez intéressant. Oui, c'est un parallèle qu'on va faire durant cette interview parce qu'on l'a trouvée intéressante lors du rendez-vous de préparation de ce podcast. Justement, donc finalement, si j'ai bien compris, tu rentres assez tôt dans l'arbitrage.
Oui, en fait, Comment ça se ça passe? s'est passé très simplement. J'ai mon petit frère qui jouait au football en poussin. À l'époque, on disait les poussins, les pupilles. Donc, c'est les U6, U7, U8, U9, U10. Et moi, j'aimais bien l'accompagner sur le terrain et prendre le sifflet. Et puis, un jour, il y a eu un match à l'Étoile de Brive, qui était mon club de départ. J'avais 16 ans et demi. Il y avait un match amical entre Brive et Rodez. Brive qui joue en national et Rodez en Ligue 2. Et mon père me dit, écoute, il n'y a pas d'arbitre, est-ce que tu veux prendre le sifflet? Bah, je dis oui, j'y vais, je prends le sifflet. Et puis je me suis régalé pour ce match-là. Arbitrer des équipes professionnelles, c'était hyper intéressant, hyper valorisant. Et puis j'ai un ou deux joueurs de Rodez, dont Frédéric Hans, qui était joueur de foot professionnel et maintenant entraîneur, me dit écoute, tu devrais quand même te lancer l'arbitrage parce que tu t'es bien débrouillé. Alors, et puis, pendant ce match-là, il y avait le président de la Ligue et du district qui était présent dans les tribunes. Ils m'ont dit, écoute, toi, tu vas passer l'examen d'arbitrage parce qu'il y a un potentiel. Donc, j'ai passé l'examen d'arbitrage. Je suis arrivé très, très jeune à la fédération. Et puis, je me suis régalé. Et puis, c'était une passion. Alors, on n'était pas pro, hein, parce qu'on avait un boulot à côté, mais c'était une passion très intéressante. Ça vous donne de l'assurance. Et ça vous permet aussi d'aller arbitrer des rencontres plus ou moins difficiles parce qu'on ne connaît jamais le scénario d'un match. On ne sait pas comment ça va se passer. Et l'arbitrage a été une véritable passion. Bon, après, j'ai dû arrêter pour des raisons professionnelles. Et c'est 10 ans après qu'un ancien arbitre de Ligue 1 qui est décédé, qui s'appelle Joël Hamel, qui m'a contacté pour que je puisse donner, en tant que formateur, que je puisse partager mon expérience d'arbitre auprès des jeunes arbitres. Et donc, c'est comme ça, naturellement, que je suis devenu observateur. Je suis allé observer les arbitres le week-end pour leur apporter mon expertise pour qu'ils puissent progresser. Et puis ensuite, j'ai été président de la commission régionale des arbitres avec mon ami Romain Delpech, qui était le président de l'époque et qui partit à Paris pour gérer la VAR en Ligue 1. Et moi, j'ai pris la suite et c'était une belle expérience parce que, en tant que président de la commission régionale des arbitres, vous avez une équipe, vous jouez le rôle de DRH finalement, quelque part. Oui. Vous avez le rôle d'une équipe à côté et vous devez manager les 2000 arbitres de la région Occitanie. Donc c'était une belle expérience qui a duré 2 ans et demi. J'ai terminé mon mandat et puis il y a une nouvelle équipe qui a pris la suite aujourd'hui. Voilà. Comment on manage 2000 personnes? On ne peut pas manager seul 2000 personnes. On a une équipe. Donc moi, j'avais une équipe de 15 personnes. On avait créé des commissions spécifiques, commission des jeunes, commission sur les lois du jeu, commission pour gérer, manager tous les observateurs qui allaient voir les arbitres. On avait aussi un lien important avec les clubs qui faisaient un super boulot. Les clubs sont en droit d'attendre une qualité de l'arbitrage. Donc notre rôle, c'est de former les arbitres lors des stages. Donc le management se faisait à travers les stages, à travers les réunions qu'on faisait, à travers les matchs qu'on allait voir le week-end. On avait des relais par département, avec les commissions départementales d'arbitrage. Donc il y avait une équipe qui manageait globalement les 2000 arbitres. Et du coup, comment la vision de l'arbitrage, tu vois, presque la philosophie de l'arbitrage, l'exigence qu'exige l'arbitrage, elle est transmise auprès de 2000 personnes. Moi, c'est toujours quelque chose, tu vois, qui me questionne de comment on communique une vision, un cap. Alors, chaque arbitre, homme ou femme, est différent. Chaque arbitre a sa personnalité. Chaque arbitre a ses compétences, ses lacunes, ses points forts, ses points faibles. Je pense qu'agréger les compétences de toute l'équipe qui accompagne les arbitres permet de faire passer cette vision. On a un cap lors des stages de début de saison. On a un cap, on a une feuille de route qui est donnée par la Fédération française de football, par la direction de l'arbitrage français, qu'on doit retranscrire en région. Voilà. Donc la vision, c'est aussi la parfaite connaissance des lois du jeu. La vision, c'est faire preuve d'humilité, de travail, parce que comme dans le travail, dans la vie d'entreprise, si tu bosses pas, tu n'as pas de résultat. Voilà. Un arbitre qui ne s'entraîne pas, un arbitre qui ne travaille pas ses lois du jeu, il ne peut pas réussir. Voilà. Et notre rôle, c'est de préparer tous ces arbitres à travers cette vision de travail, de résilience, de régularité, pour leur permettre d'accéder au niveau de la fédération. Il y a un enjeu important, c'est le mental. Quelqu'un qui n'est pas bon mentalement, qui est faible mentalement, ne fera pas une belle carrière d'arbitre. Pour arriver à un arbitrage de la fédération, il faut être très très fort mentalement. Parce qu'on doit gérer le public, on doit gérer les médias, on doit gérer la pression qui existe, comme dans une entreprise d'ailleurs. Hein. On doit gérer tous ces caractéristiques pour être performant. Et comment on la travaille ? Comment on travaille ça ? C'est l'entraînement. Alors, on a des arbitres. Alors, les arbitres s'entraînent tous les jours. Je parle des arbitres professionnels. Hein. Ils s'entraînent tous les jours. Ils sont suivis médicalement et physiquement par des conseillers techniques en arbitrage. Le mental, il y a des arbitres qui prennent des coachs mentaux pour se préparer. Et puis le mental, on l'a ou on l'a pas.
Je veux dire, à un moment donné, soit on arrive à se faire respecter, à avoir une autorité naturelle Oui. qui passe bien, avec une excellente communication positive, mais aussi ferme, soit ça devient difficile. Donc, ça se travaille, on l'a en soi, c'est comme le management, hein. Il y a des très bons commerciaux qui sont passés managers qui ont été catastrophiques. Soit on est capable de manager une équipe, soit on n'est pas capable. C'est inné. On l'est ou on l'est pas manager. Oui, il y a un talent naturel et ensuite il faut travailler ce talent. Voilà. Et c'est le rôle des recruteurs, des DRH, de trouver tous ces talents pour accompagner les équipes sur le terrain. Une phrase aussi que tu as dite que j'aimais beaucoup, c'est finalement les arbitres sont là pour protéger les joueurs. Alors, le rôle d'un arbitre, il est de protéger les joueurs. Il faut protéger l'intégrité physique des joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des lois du jeu qu'on doit faire appliquer. Il y a des outils, des sanctions administratives et techniques que l'on peut prévoir sur un terrain de football, avertissement, exclusion. Un arbitre qui ne protège pas les joueurs n'a rien à faire sur un terrain de football. Voilà. Parce qu'un arbitre sera respecté s'il protège les joueurs. Il peut se tromper sur une touche, 2 touches, un 6 mètres. Tant qu'il n'y a pas de conséquences sur le score du match, ça va. Mais un arbitre, il doit protéger les joueurs. D'accord, c'est son rôle. Et il doit aussi avoir une communication qui soit facilitante, rassurante. Parce que plus le match se déroule, plus les tensions augmentent, notamment sur le banc de touche. Tu peux avoir sur le banc de touche des entraîneurs excités, donc il faut aussi les calmer. Il y a un délégué pour ça, mais il faut les gérer. Donc un arbitre doit être parfait sur tous ces sujets. Mentalité, humilité, travail, réaction, prise de décision ferme et juste. Voilà, c'est un cocktail de qualité qu'on recherche chez les arbitres. Et pour faire le parallèle avec le DRH ou le manager, oui, selon l'échelle dans l'entreprise, est-ce que tu dirais que le DRH a aussi cette responsabilité de protéger les salariés ? Oui, l'entreprise a la responsabilité de protéger les salariés, oui, bien évidemment. Bon, le DRH, c'est le lien entre la direction générale et les salariés. Il a un rôle extrêmement important, il a un rôle exposé, oui. Très exposé. C'est pas un métier facile. C'est un métier très difficile. Moi, j'ai accompagné beaucoup de DRH, j'étais dans leurs équipes. Je les ai vus évoluer. C'est un métier extrêmement compliqué. Ils ont une très grosse pression. Donc, les DRH ont besoin aussi de collaborateurs dans leur équipe oui. qui les accompagnent, qui les rassurent, qui prennent le relais. Un DRH a besoin d'un bras droit, un bras gauche, de gens compétents. Et voilà. Et ensuite, je dirais que les managers de terrain sont les premiers relais des DRH. C'est eux qui donnent le sens aussi de ce qui se passe sur le terrain. Donc le DRH, il a un rôle extrêmement important dans une entreprise. Voilà, il a un rôle incontournable. Il y a des bons DRH, il y a des moins bons DRH aussi. On y reviendra. Ouais. Mais je voulais revenir sur ton passé en Côte d'Ivoire. Ah, sympa. Sans transition, parce que j'imagine que tu as été arbitre en Côte d'Ivoire. Non, pas du tout. Non, c'est quand tu es arrivé en France. Ouais. Alors peut-être recontextualiser, quand est-ce que tu as été en Côte d'Ivoire et quand tu es arrivé en France. J'ai passé mes 12 premières années de ma vie en Côte d'Ivoire. Mes grands-parents ont travaillé là-bas, par le biais de la coopération. Et mes parents sont partis là-bas en tant qu'enseignants, papa en mathématiques, maman en espagnol. Et ça a été extraordinaire. Ce pays est un pays extraordinaire. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième pays. L'équipe de foot, quand elle joue, j'essaie de l'encourager. D'ailleurs, il y a un match à Nantes prochainement entre l'équipe de France et la Côte d'Ivoire, dans la préparation de la Coupe du Monde aux USA. Mon cœur va être en balance, parce que j'adore l'équipe de France, mais j'adore la Côte d'Ivoire également. Donc, non, c'est un super pays. Quand je suis rentré en France, j'ai dit à mon père, quand est-ce qu'on repart en Côte d'Ivoire ? Parce que c'est un pays qui m'a touché. J'ai encore des copains qui sont sur Paris, sur Aix-en-Provence, donc on essaie de se voir. Mais c'était un pays fantastique. Fantastique. Qu'est-ce que tu retiens, du coup ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? L'accueil. L'accueil, l'esprit familial. À l'époque où j'étais, il n'y avait pas de racisme. Tous les 2 week-ends, on faisait des booms entre jeunes. Tous les week-ends, on jouait des matchs de foot entre les Ivoiriens, les Libanais, les Français. Il y avait une osmose entre tout le monde qui était remarquable. Et on s'éclatait assez souvent. Et puis, c'est un pays fantastique. Fantastique. Tu arrives en France ? Ouais. En Corrèze. En Corrèze. Le 2 choc. salles, 2 ambiances. Le choc.
Donc dans les années qui suivent, il y a l'arbitrage. Oui. Et comment finalement tu orientes ta carrière professionnelle? En fait, j'ai fait des études de sciences économiques à Limoges, à la fac de Limoges, avec une option économétrie et finance, parce que j'adore la finance. Et l'économétrie, c'est je dirais, la partie statistique. Et dans mon métier d'inspecteur d'assurance collective que j'ai eu par la suite, je travaille beaucoup avec des actuaires. Donc, Qu'est-ce que c'est des un actuaires? actuaire, c'est un mathématicien qui va calculer des tarifs d'une mutuelle, d'une prévoyance par rapport à l'effectif de la société, par rapport à la masse salariale, etc. Donc, on a bossé beaucoup avec des actuaires et on négociait souvent les tarifs avec les actuaires des compagnies d'assurance pour essayer de trouver un bon tarif pour le client. Donc, j'ai fait cette maîtrise en sciences économiques. Je suis parti à l'armée. J'ai adoré faire l'armée. Et je regrette d'ailleurs que Jacques Chirac ait supprimé l'armée parce que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont retrouvé parfois de belles carrières à faire dans l'armée. Et moi, je regrette que mes enfants n'aient pas fait l'armée, malheureusement. Qu'est-ce que tu en as gardé? Des super souvenirs. Moi, j'avais 3 missions à l'armée. J'étais dans l'équipe RH. Donc, j'ai construit un outil informatique pour gérer les permissions parce que ça se faisait à la main. Comme j'étais arbitre de la fédération, j'ai arbitré des matchs interarmées. Voilà. J'ai donné des cours à des commandants pour préparer l'école de guerre. Et puis, je me suis occupé de gérer la partie administrative de tous les soldats qui partaient en ex-Yougoslavie. Voilà. Donc, ça a été 10 mois excellents. Je me suis régalé et j'aurais pu faire une carrière dans l'armée parce qu'il y avait des postes intéressants, mais finalement, non. Après l'armée, j'ai commencé mes fonctions. Tu commences tes fonctions, tu es encore dans l'arbitrage. Quelle passerelle tu fais entre l'arbitrage et le monde professionnel? En fait, il faut être hyper organisé pour gérer les deux. Parce que quand tu es charge de famille, que tu as un boulot et que tu vas arbitrer le week-end, il faut être hyper organisé pour s'entraîner, etc. etc. Ayant déjà été à la fédération au moment où je commence mes fonctions, dans le conseil, ce qui a été intéressant, c'est que tout de suite, dans le métier que j'ai fait, on est mis en phase, on a des responsabilités. D'accord ? Donc, le parallèle entre l'arbitrage et le monde professionnel, c'est effectivement que tu peux manager des gens ou tu peux animer des réseaux. Moi, j'ai animé des réseaux d'agents généraux, de courtiers. C'est une forme de management, tout ce qui est animation, parce qu'il faut plaire, il faut se montrer, il faut faire en sorte que les gens t'apportent des affaires pour faire du business. Donc, voilà, il y a une forme d'animation, une forme de management. Et le sport m'a beaucoup apporté. Le sport m'a transmis tout de suite cette notion de manager. Ok. Voilà. Alors du coup, la question qui me vient ensuite, c'est finalement quels seraient les ingrédients pour bien manager? Un bon manager, c'est quelqu'un qui a une feuille de route claire, qui est carrée, Alors, moi, j'aime bien le terme de la définition. Pour moi, le terme de manager, si je devais donner une définition de manager, c'est faire évoluer ses collaborateurs. Oui. C'est hyper important. Oui. Il y a des bons managers, il y a aussi des petits chefs, il y a des gens qui confondent autorité naturelle et autoritarisme. Il y a un parallèle avec l'arbitrage aussi. Une autorité naturelle et non pas d'autoritarisme. C'est exactement pareil dans le management. Il faut que le manager prenne soin de ses collaborateurs, mais que ses collaborateurs prennent soin du manager. Oui, j'aime bien cet aspect bilatéral. Bilatéral, effectivement. C'est hyper important. Et puis, il faut poser une feuille de route. Il faut à la fois prendre des décisions parfois difficiles, les assumer, mais toujours garder une équité dans la décision, un respect des collaborateurs, bien évidemment, et puis être aussi un partenaire. Moi, j'ai toujours fonctionné avec mes managers comme des véritables partenaires. Il y a le sens hiérarchique qui est obligatoire, qui est logique, notamment lorsqu'on fait l'entretien annuel, bien évidemment, mais quand on travaille sur des projets, il faut être des partenaires. Voilà. Il faut avoir confiance l'un envers l'autre, et quand on a une bonne confiance, il faut aussi savoir être proactif dans la gestion. Moi, j'ai toujours conseillé de faire une formation comment manager sur N+1. C'est ce que j'allais te poser comme question. Enfin, j'ai d'autres questions qui me viennent, mais celle-là, je voulais qu'on y réponde tout particulièrement. Comment on fait avec ce rapport hiérarchique qui peut complètement biaiser la communication, l'échange et du coup le partenariat? Je pense que, alors, ce qu'on rencontre dans le monde du travail, c'est qu'on a des DRH,
Enfin, moi, j'avais des DRH comme manager, ou j'avais des directeurs commerciaux ou des directeurs généraux. Euh, je, je- je pense qu'il faut aussi être clair dans la relation. On a beaucoup de candidats qui ne sont pas recrutés par des DRH parce que malheureusement, ils sont surdimensionnés par rapport à eux. Ils sont plus compétents. Donc, certains DRH pensent qu'on va prendre leur place, ce qui est faux d'ailleurs. Enfin, moi, j'ai jamais voulu prendre la place d'un DRH parce que je sais que c'est un métier extrêmement compliqué et je dis bravo pour ceux qui sont DRH. La relation, déjà, il faut clarifier la relation entre le manager et soi-même. Ensuite, il faut avoir. Je pense que la réussite, c'est de croiser les compétences. On peut avoir des compétences différentes, mais quand on les agrège, il faut que ça fasse sens. Moi, je trouve j'ai connu un DRH assez récemment qui a été extrêmement performant dans le recrutement d'une vingtaine de personnes dans son équipe. Il a réussi à faire embaucher, il a réussi à embaucher une vingtaine de collaborateurs complètement différents qui ont bien matché ensemble, qui ont bien travaillé ensemble, qui ont bien réussi. Ça, c'est très fort. Parce qu'une erreur de recrutement, ça coûte très cher aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'on doit avoir une relation avec son manager, il faut avoir une relation de confiance, une relation de, il faut être précis dans les échanges, il faut être constructif, il faut être positif, il faut se rassurer, il faut se soutenir. Tout ça, c'est important. J'entends tout à fait cette maturité dans la communication. Tu vois, pour moi, sur le terrain, là, en tout cas de ce que j'observe du terrain, cette maturité dans la communication, de clarifier, d'être précis, finalement de donner sa notice de fonctionnement. J'ai l'impression qu'avec le contexte, les tensions, les charges de travail qui sont comme des rouleaux compresseurs, finalement, on a peu d'espace pour ces échanges-là. Comment toi, tu t'organisais pour créer ces espaces-là d'échange, qui me paraissent essentiels, hein, même centraux. Dans l'entreprise. Oui. Je pense qu'il faut savoir se poser à un moment donné. Quand on est dans une équipe RH, on travaille avec tout le monde. On travaille avec la direction générale, on travaille avec le COMEX, on travaille avec les partenaires sociaux, les délégués syndicaux, qui ont un rôle important dans la conduite des affaires en matière de protection sociale, par exemple. Je pense qu'il faut avoir un très bon relationnel, une bonne communication. Et puis, il faut se prendre des moments à soi. Alors, on peut le prendre en dehors du boulot pour déstresser, parce qu'il y a beaucoup de stress dans l'entreprise, ou on peut se retrouver entre collègues à manger à midi ou aller boire un pot après le soir. Il y a des tas de façons de décompresser, mais c'est pas facile parce que les gens sont hyper stressés en entreprise. Tu veux dire que finalement, c'est dans des espaces... J'entends deux choses. Un espace pour soi, c'est-à-dire bien comprendre son fonctionnement pour avoir des sas de décompression. Toi, tu disais par exemple que tu allais marcher. Je marche 8 km par jour. Oui, que c'était ton espace pour toi, pour te permettre de prendre du recul. Donc il y a déjà avoir un espace pour soi et bien comprendre comment on décompresse. Et j'entends aussi de l'informel, c'est-à-dire que ça passe pas par des réunions qui vont être cadrées avec un ordre du jour, ça passe aussi par de l'informel. On peut très bien, dans les couloirs, croiser quelqu'un, on peut aller boire un café, éventuellement prendre une pause pour aller boire un café. Il y a des gens qui sortent fumer une cigarette, bon, c'est un moment de pause aussi, ils se décompressent, ça fait du bien aussi. Et puis ce sont des moments d'échange aussi, 10 minutes d'échange, c'est pas neutre, quelque part. Donc, quand on a de bonnes relations avec ses collègues, ça se passe très bien, mais il faut aussi faire en sorte que ça se passe bien dans l'entreprise. Oui, ça veut dire que finalement, il y a une responsabilité individuelle pour que ça se passe bien. Et collective. Et collective. Absolument. Pour que chacun soit au service de la relation. Absolument. Qui, in fine, est au service de l'entreprise. Absolument. Le collectif est hyper important. Oui. C'est comme dans une équipe de foot ou dans une équipe d'arbitre. Dans une équipe d'arbitre, tu as les 3 arbitres, le 4e arbitre qui est sur la touche, les 2 arbitres de la VAR. C'est une équipe. Dans une équipe de foot, il y a 11 titulaires, il y a quelques remplaçants, mais dans les 11 titulaires, tu vas avoir 3 stars, mais ce n'est pas les stars qui font la différence, c'est le collectif qui fait la différence. Voilà, c'est pareil en entreprise. Autre question que je voulais te poser, tu dis, dans cette responsabilité individuelle et collective, le manager prend soin des salariés et les salariés prennent soin du manager. Et dans les retours que j'ai du terrain, il y a beaucoup d'attentes sur le manager et finalement une pression qui l'isole, comme si finalement il avait les pleins pouvoirs, là où toi tu parles vraiment d'un prendre soin mutuel. J'aime bien. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus ? Parce que je ne crois pas que ce soit une vision partagée. Tu vois, on a tendance à mettre beaucoup d'attentes sur le manager.
qui devrait tout savoir, devrait avoir une expertise technique et en plus de ça, manager une équipe plus ou moins nombreuse. Il y a des managers qui sont de très bons managers, qui n'ont pas forcément de véritable expertise technique, mais qui sont extrêmement transparents avec leurs collaborateurs. La force d'un collectif, c'est d'avoir un panel de gens experts dans leur domaine de compétences qui vont faire en sorte que le département du manager va progresser, va être performant, etc. etc. Moi, je crois beaucoup à la bienveillance en entreprise. Il y a des boîtes qui respectent parfaitement les collaborateurs. Il y a des boîtes qui ne respectent pas du tout les collaborateurs. Et il y a des collaborateurs qui respectent parfaitement les boîtes dans lesquelles ils travaillent et d'autres qui ne respectent absolument pas les boîtes dans lesquelles ils travaillent. Alors que parfois, il y a des boîtes qui font beaucoup de choses pour mettre les collaborateurs dans les meilleures dispositions, en termes de conditions de travail, en termes de rémunération, en termes d'avantages sociaux, en termes de plein d'avantages, notamment on parle des œuvres sociales. Lorsqu'on a un CSE, on est content d'avoir les œuvres sociales parce que c'est du pouvoir d'achat important. Tout ça, c'est à prendre en considération. Je considère que les entreprises doivent veiller à ce que les managers soient performants. D'accord. Et je considère que la bienveillance, elle va dans les deux sens. Pourquoi ? Parce que lorsqu'un manager doit défendre des collaborateurs lors notamment des rémunérations, des évolutions des budgets de rémunération, eh bien, il faut que les collaborateurs soient solidaires de leur manager. Parce que c'est le manager qui va porter les projets d'augmentation de salaire, les projets de promotion, etc., etc. Bon, ça, c'est hyper important. Mais le manager doit être proche de ses équipes. Il doit être à ses côtés. Moi, j'ai toujours été ravi que mon manager m'accompagne sur le terrain. Oui. Voilà, parce qu'il voit comment ça se passe. Il connaît le terrain, donc en voyant le terrain, il peut aussi voir comment il pourra améliorer sa stratégie, comment il pourra effectivement définir d'autres conditions de réussite pour son équipe. Et puis, moi, en tant que manager, j'ai toujours adoré accompagner mes collaborateurs parce que je gardais un contact avec le terrain. Garder un contact avec le terrain, c'est hyper important. Oui, c'est essentiel pour ne pas être hors sol. Voilà, c'est hyper important. Effectivement. Donc, c'est tout ça qui fait que ça fonctionne bien. Tu dis que finalement, l'entreprise et les collaborateurs doivent favoriser une ambiance qui soit propice à être efficace, performant. Tu disais aussi, quand on a préparé l'entretien, que finalement, mettre la pression, c'est presque pousser les gens à faire des conneries. Alors, il y a la bonne pression. Justement, allons-y. Et la mauvaise. C'est celle qu'on boit. Ah. Non. Si tu veux, pour moi, la bonne pression, c'est une entreprise qui a beaucoup de projets. Une entreprise qui n'a pas de projet, elle est morte. Donc, une entreprise a beaucoup de projets. Elle travaille sur plusieurs projets, etc. Donc, il y a des managers, il y a des groupes projets, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a du sens. On donne du sens à ce qu'on fait parce que on lance un projet et puis il y a une équipe qui va travailler sur ce projet-là. Bon, c'est hyper intéressant. La mauvaise pression, c'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en mode transformation, qui se transforment. Donc, et quand on parle de transformation, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire en peu de temps. Sauf qu'on ne peut pas tout faire en peu de temps. Il y a des sujets techniques, juridiques qu'il faut maîtriser. On ne peut pas prendre des décisions si on n'a pas toute la maîtrise des sujets techniques et juridiques, par exemple. C'est comme dans l'arbitrage. Quand vous arbitrez un match devant 40 000 personnes, vous avez une pression. Vous vous faites insulter, même si vous êtes bon, vous vous faites insulter. D'accord ? Donc il faut être sourd, quelque part, il faut être concentré. Vous avez la pression des joueurs, vous avez la pression des entraîneurs, vous avez la pression des présidents qui viennent pour vous invectiver ou vous engueuler, alors que leur rôle, ce n'est pas d'être sur le terrain technique. Le terrain technique, le terrain appartient aux techniciens. Pour moi, les présidents, la place des présidents, c'est d'être en tribune avec leurs VIP et leurs clients. Voilà. Chacun doit rester à sa place. Donc, toute cette pression est négative. Oui, tout comme en entreprise, finalement. Pareil. Quand les places sont bien définies et le champ d'action de chacun est bien défini. Le périmètre est bien défini, ouais. C'est là où chacun, finalement, a sa part de responsabilité et qu'elle est claire. Tout à fait. Après, je prends toutes les startups qui ont connu une croissance exponentielle. Quand on dit qu'on est en mode startup, c'est vrai qu'il y a des projets super, mais il y a une pression phénoménale. Il y a une pression phénoménale aussi. Il y a deux choses que je retiens dans ce que tu dis. Quand tu fais la boutade de la pression, c'est celle qu'on boit. Moi, j'entends derrière, la pression, ça peut être un levier
Oui, Pour oui, certains, moi je sais que j'adore bosser sous bien sûr, pression, mais sur des temps très courts. bien sûr. Euh, Comment tu peux cerner les profils que tu accompagnes en te disant, tiens, lui la pression ça va marcher, lui moins, ou sur un plus court terme. Comment tu peux évaluer ça? Comment tu Bah, sens ça? en fait, tu le sens en faisant connaissance correctement avec les personnes, en travaillant régulièrement avec elles. Quand tu vas passer une journée avec un collaborateur, tu découvres son environnement, Ok. son périmètre. Tu découvres... En fait, c'est bien parce qu'à table, c'est comme quand on va voir des clients. Quand on déjeune avec un client, par exemple, ben, on va jamais parler boulot, on va parler d'autre chose. On va parler des loisirs, on va parler de la famille, de ce que vous faites, etc. On découvre l'environnement du collaborateur. Donc, on apprend à le cerner, à le connaître et à voir sur quel levier on peut appuyer. Il y a des gens comme toi qui aiment bien bosser sous pression sur des projets dans le court terme, d'autres qui ont besoin de plus de temps. C'est pas pour ça que le projet sera bâclé, il sera peut-être même bien réussi. Il faut trouver un point d'équilibre, il faut observer les gens, il faut apprendre à travailler avec eux, et puis ensuite se faire une idée, et puis mettre en place une feuille de route, très claire. Oui, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est que finalement, il y a, dans ta façon de travailler, c'est quand même au service de la relation. Absolument. C'est-à-dire Du collectif et la relation. du collectif et de la relation. J'aimais beaucoup cette image vraiment de collectif au sein de l'arbitrage parce que c'est vraiment, tu parles d'une équipe qui était dévouée et compétente, c'est-à-dire on a vraiment envie de travailler ensemble en Oui, fait. absolument. On a ce moteur commun d'avoir envie de travailler ensemble. Finalement, quelles que soient les tempêtes, l'instabilité, le contexte, la charge de travail, finalement, c'est là, c'est présent, hein, je ne les minimise pas, hein, vraiment. Mais c'est parce qu'on est ensemble avec un cap qu'on a envie de bosser ensemble, quoi. Et ça, c'est essentiel. Alors tu vois, dans l'arbitrage, on dit souvent que les arbitres doivent être au service du jeu. C'est un spectacle, hein. Donc on doit être au service du jeu, donc laisser jouer au maximum. En entreprise, on doit être au service du collectif. Oui. Tu as les équipes commerciales, chacun est dans son coin. Personne ne partage son expérience. Ça marche pas. Si tu veux qu'une équipe commerciale marche bien, il faut partager l'expérience. Tu as des gens qui ont différentes expériences professionnelles, qui peuvent partager des bonnes pratiques. Eh bien, quand on a des équipes commerciales qui partagent des bonnes pratiques entre elles, elles sont performantes. Alors là vient la notion de compétition. Ah. Tu l'as abordé un petit peu tout à l'heure avec un DRH qui pourrait se sentir menacé par ses collaborateurs. Là c'est sous-jacent. Quelle est ton approche de la compétition? En quoi ça peut être un levier positif pour toi? Tu parles de la compétition au niveau des postes hiérarchiques? Oui, pourquoi pas? Moi, je pense que on n'a pas besoin d'être proche du bon Dieu pour faire une belle carrière professionnelle. Je pense qu'il y a des belles carrières qui se font sur des métiers intermédiaires. On n'a pas besoin d'être DRH ou d'être directeur général pour faire une belle carrière professionnelle. Il y a des métiers intermédiaires, de managers intermédiaires, qui sont suffisamment riches en matière de compétences, en matière de périmètre, en matière de rémunération, qui sont très intéressants et qui font une belle carrière professionnelle. On a beaucoup de gens autodidactes qui ont été des grands patrons. C'est vrai. Hein, voilà, il y a aussi des gens qui sont surdiplômés qui ne sont pas compétents, qui ne savent pas faire un tableau croisé dynamique sur Excel, par exemple. Voilà, on a de tout. Mais je pense que moi, je n'aime pas le terme de compétition. Quand on parle de l'arbitrage, alors les arbitres sont solidaires, mais ils sont un peu en compétition entre eux parce qu'il y a un classement en fin de saison, etc. Mais je pense que la vraie compétition, c'est d'être performant le jour J. Voilà. Donc on se prépare pour être performant. Là, c'est la vraie compétition. Quand un arbitre termine un match où ça s'est très bien passé, il a fait son job. Voilà, il a répondu aux attentes. Voilà, ça c'est un beau résultat. Moi, j'aime bien aussi cette notion de la compétition de soi à soi, c'est-à-dire comment je peux être finalement tout en humilité dans qu'est-ce que je peux améliorer pour finalement progresser, évoluer. Moi, c'est quelque chose de très important chez moi, le fait d'évoluer. Comment finalement tu inscris cette notion-là dans tes équipes, c'est-à-dire vous êtes en compétition avec vous-même finalement, parce que l'idée c'est d'augmenter en compétences, et c'est au service du collectif, parce qu'il y a des gens qui sont compètes, ne soyons pas naïfs. Il y a des gens qui sont compètes, ça. Après, moi, je voudrais te donner une image importante. Je pense que
on peut être performant dans une équipe sans avoir besoin d'être compétiteur. Ouais. Je te donne un exemple. Un matin, tu te lèves tôt, tu te lèves de mauvais poil, tu es fatigué, tu as ton conjoint qui t'a pris la tête, tes enfants qui t'ont pris la tête, tu as un manager qui te prend la tête, il faut que tu ailles bosser. Voilà, tu n'es pas en forme. Tu as 38 de fièvre, tu n'es pas en forme. Et ben, pour essayer d'éviter de passer de mauvaises journées et d'être performant, il y a ce qu'on appelle s'accrocher à une méthode de travail. Si tu n'as pas de méthode, bah, tu vas te noyer. Ouais. Si tu as une méthode, tu vas t'accrocher à cette méthode pour limiter les risques de passer de mauvaises journées professionnelles. Donc, pour être performant, il faut être aussi méthodique. Tu pourrais nous donner quelques éléments concrets d'une méthode de travail que toi, tu aurais pu mettre en place, justement pour faire avec une journée qui commence mal? Moi, j'ai mis en place des méthodes de travail d'accompagnement quand j'ai animé des réseaux d'agents généraux et de courtiers. Ouais. Où j'étais arrivé dans une compagnie d'assurance où je devais animer une centaine d'agents généraux et une dizaine de courtiers sur la partie assurance collective, donc mutuelle, prévoyance, retraite, épargne salariale. Les agents généraux disaient de toute façon, l'assurance collective, c'est pas bien commissionné. C'est sûr que quand je vois vos voitures dans le parking, c'est sûr que je ne peux pas dire le contraire. Et je leur ai dit, écoutez, moi je suis arrivé, vous allez me tester, mais moi aussi je vais vous tester. Donc je leur ai fait un quiz de connaissances sur l'assurance collective. Il n'y en a pas un seul qui avait la moyenne. Et donc ce que je leur ai dit, voilà, je vais venir vous voir dans vos agences et on va mettre en place une méthode de travail. Très simple. Vous avez des clients dans le BTP, des clients dans la métallurgie, des clients des garages, etc. Et on va retenir 3-4 conventions collectives qui correspondent à 80% de vos clients. Et je vais vous voir en agence et on va aller voir ces clients. Vous allez me prendre 3-4 rendez-vous pour que je puisse rentabiliser effectivement mon déplacement. Et là, vous aurez l'occasion de me tester. Il n'y a pas de souci. Et donc, cette méthode d'approche de mettre en place une stratégie par agence sur la partie assurance collective a été payante puisque on a quadruplé le chiffre d'affaires en 2 ans de ces agents généraux. Et ce sont des gens avec qui j'ai gardé contact encore 20 ans après, j'ai encore des nouvelles parce qu'ils se sont dit, finalement, tu nous as apporté une expertise technique, oui. Tu nous as apporté une expertise commerciale, tu nous as apporté une expertise juridique. Sur 4 rendez-vous, on signait 2 affaires et demie. Donc on avait un taux de transformation extrêmement important. Donc finalement, quelque part, le problème du commissionnement n'existait plus après, puisqu'il y avait un volant d'affaires suffisamment important pour compléter la rémunération des agents généraux. Ça a été une belle réussite, mais il faut une méthode de travail. Et les agents n'avaient pas de méthode de travail sur ce sujet-là. Donc, si je résume, la méthode, elle consistait déjà à être expert de son domaine. Maîtriser son domaine. Ça va de soi. De l'observation, c'est-à-dire aller observer sur le terrain comment ça fonctionne. Aller voir les clients et aller observer l'agent général. Observer l'agent et comprendre mieux le client, parce que peut-être que le dialogue... comprendre son environnement. Ok. Un dernier élément sur cette méthode-là, tu vois, pour faire peut-être un guide pratique. Et puis avoir la confiance de l'agent général pour continuer à avoir des affaires. À faire des affaires. Donc de la confiance avec ses collaborateurs, encore une fois. Une bonne relation, confiance, etc. Voilà. Ok. Mais les agents généraux ne sont pas des salariés, ils sont des indépendants. Donc en fait, c'est encore plus compliqué. Il n'y a pas de lien hiérarchique entre l'inspecteur d'assurance collective et l'agent général. L'inspecteur est là pour accompagner l'agent au développement de ses affaires. Donc il doit apporter une expertise qui fait que l'agent va faire plus d'affaires et va avoir plus de budget de la compagnie, etc. Donc c'est qu'est-ce qu'on peut s'apporter mutuellement. En fait, voilà. Encore une fois. Et je pense que le partenariat, là, c'est une forme d'animation de partenariat quelque part. Oui, bien sûr. C'est bien aussi de se mettre à la place des agents en étant aussi indépendant. On est salarié d'une compagnie d'assurance, mais on est aussi indépendant dans la façon de faire. Oui. Et c'était très intéressant comme expérience, en tout cas. En tout cas, se mettre à la place d'eux pour bien comprendre son périmètre et ses enjeux. Tout à fait. Une question aussi que j'avais envie de te poser sur la gestion du stress. Et encore une fois, le lien avec l'arbitrage va être pertinent. Le stress est un mot, on va dire, du quotidien. Les équipes sont stressées, les dirigeants sont stressés dans toutes les strates des entreprises. Tout le monde est stressé.
comment tu abordes la gestion du stress, déjà de toi pour toi, et comment tu l'abordes avec tes équipes? Alors, quand on a un peu plus d'expérience, on est censé être moins stressé. Une expérience de la vie, une expérience professionnelle, expérience sportive, on maîtrise davantage les codes. Donc on a une préparation qui est beaucoup plus simple. Un arbitre qui arbitre depuis 20 ans sur un terrain, il a une façon d'aborder le match avec une prise de recul, une prise de hauteur qui est beaucoup plus importante qu'un jeune qui va arbitrer son premier match, où ça va être un peu compliqué, il va être stressé, etc. Voilà. Bon. L'expérience. Et l'expérience. Il faut avoir l'expérience. Après, il faut avoir de l'expérience dans les relations. Je prends un exemple. Quand il faut animer une réunion CSE, pardon, tu as les délégués du personnel qui font souvent un travail important, qui ont des revendications à partir de l'ordre du jour. Il y a le ou la DRH qui est un peu stressé parce qu'il faut qu'il affronte ou qu'elle affronte. Voilà. Et toi, tu viens ici en support, en tant que conseil, de façon neutre. Et une façon de déstresser un petit peu l'ambiance, c'est aussi de vulgariser ton métier pour faire passer les bons messages. Quelle que soit ta place. Voilà. Moi, je suis un salarié, j'ai une famille, j'ai besoin d'une protection sociale, une très bonne mutuelle avec peu de reste à charge, une prévoyance qui m'assure en cas d'arrêt de travail des indemnités journalières. J'ai besoin de préparer ma retraite à travers un article 83, par exemple, ou un PERECO, ou un PER. Voilà, donc tout ça, ce sont des revendications normales. Voilà, et mon rôle, c'est aussi de dire, attention, je reste neutre, je suis à vos côtés, je suis là pour vous apporter des informations, pour vous apporter des chiffrages précis et des solutions. Le fait de vulgariser son métier permet de faire baisser la tension, quelque part, et d'apporter des solutions. Oui, d'essayer d'être accessible. Absolument. J'allais dire sincère, tu vois, dans le fait d'être en collaboration, parce que on pourrait voir ces différentes instances comme finalement dans un espace où elles auraient à s'affronter. Bien sûr. Déjà changer la dynamique, l'état d'esprit, on va essayer de collaborer, on va pas toujours être d'accord, mais on va essayer de se comprendre et de voir qu'on essaye d'aller au même objectif avec des contraintes différentes. Et le tout, c'est de comprendre ces contraintes. Oui. Après, il faut avoir une communication qui soit fiable, toujours pareil. Je pense que le ton de voix aussi est important. Il faut que quand on a une voix rassurante, quand on a une voix apaisée, qu'on est là dans l'échange et pas dans l'affrontement, ça fait baisser un peu la tension, quelque part. On est dans une entreprise, on a des objectifs, on doit avancer. Voilà. C'est pareil dans l'arbitrage. Quand il y a des entraîneurs qui sont stressés, à un moment donné, il faut aller les voir gentiment, avoir une bonne communication, lui dire « Monsieur, vous calmez, parce que la prochaine fois, si je reviens, je vous mets dehors. » Voilà. Il faut aussi être calme, pondéré, mais ferme. Oui. C'est pas facile de trouver l'équilibre. Oui, voilà. C'est ce que j'étais en train de me dire. C'est pas facile. Ça demande une justesse et une posture hyper cohérente, en fait. C'est le mot qui me vient. Voilà. Et puis surtout, pour gérer le stress, il faut prendre la hauteur. Il y a un dicton dans l'arbitrage qui se dit « il faut se hâter lentement ». Il faut se hâter lentement. Quand tu prends une décision, tu es obligé de prendre une décision assez vite, assez rapide. Des fois, il faut prendre une décision, il faut se hâter lentement. Il faut avoir 1 seconde, 2 secondes de réflexion pour savoir si tu prends la bonne décision. Oui. C'est pareil, quand tu prends une décision importante dans l'entreprise, il faut prendre le recul nécessaire. Il faut se hâter lentement. Voilà. Et ça fonctionne assez bien d'ailleurs. J'aime bien, oui, cette notion paradoxale de... en temps de stress, les choses auraient tendance à s'accélérer, tu vois, où on aurait presque la tentation de réagir, en disant il faut prendre une direction, un cap rapide, là où il faut finalement marquer un temps d'arrêt. Alors, sur un match, évidemment, on est sur quelques secondes, mais dans l'entreprise, ça imposerait presque, ça inviterait presque à « ok, on s'arrête ». On évacue le stress, tous les biais qui pourraient, l'émotionnel qui pourrait perturber la prise de décision. On revient à des choses extrêmement factuelles et on marque ce temps d'arrêt collectivement et individuellement. Moi, je suis, quand on l'avait préparé, tu m'avais dit oui, il y a déjà on s'occupe de soi
Et ensuite, on est disponible pour éventuellement gérer le stress collectif. Oui. Et ça demande d'être hyper incarné et ancré, quoi. Tout à fait. Merci. Rien. J'y tenais à cette question. Je vois. Une autre qui me tient à cœur en tant que consultante en résolution de conflits, c'était toi, ton approche du conflit. Comment est-ce que déjà tu en as abordé des difficiles et comment tu fais? Moi, j'ai eu à gérer un conflit de harcèlement sexuel dans une de mes équipes. Ça s'est fait de façon posée, en fait. J'ai reçu la collaboratrice qui se plaignait du collaborateur, j'ai reçu le collaborateur. Et voilà, ensuite, à l'époque, c'était le CHSCT, c'est l'ancêtre du CSE, hein, qui a fait une enquête interne, ils ont été reçus, etc. Et puis, moi, j'avais un doute, hein, sur ce type de harcèlement sexuel, parce que ça, malheureusement, ça existe, hein, encore en entreprise, sexuel, moral, etc. Et j'avais un doute sur les informations qui m'ont été transmises de la part de la collaboratrice. Et finalement, après enquête, on s'est aperçu que il n'y avait pas de harcèlement sexuel. Voilà. C'est que la collaboratrice était fan du collaborateur et que le collaborateur a décliné ses avances et finalement, la collaboratrice a convenu qu'elle avait été un peu loin. Moi, je n'ai pas pris parti, je suis resté neutre. J'ai pris de la hauteur. Parce qu'après, il y a des gens en interne qui sont capables de le gérer. Voilà. Par contre, la séparation de la collaboratrice est faite dans les formes, correctement. Voilà. Oui, il y a une rupture de confiance dans ces cas-là. Oui, mais on n'est pas des sauvages. Oui. On peut se séparer de quelqu'un sans non plus faire n'importe quoi. Il faut aussi respecter les gens. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et puis, voilà. Mais par contre, c'était pour moi une situation indélicate. Enfin, je dirais une situation difficile aussi à gérer. Et encore une fois, prendre du recul, c'est important. Écouter les gens avec le même degré de neutralité, c'est important aussi. Ce qui est très dur, parce que tu pourrais... en communication, tu peux vite te laisser embarquer dans l'histoire. Oui, mais il faut faire attention. Il faut faire attention, il faut être raisonnable. C'est là que parfois l'expérience peut aussi aider. Oui. Et puis voilà, et puis après, chacun fait sa route après. Hein, mais voilà, donc ça a été un moment pas facile à gérer. Bon, ça trotte, hein. J'imagine. Ça trotte. Et puis finalement, ça s'est terminé de façon correcte pour les deux parties. Donc voilà, mais ça n'a pas été facile à gérer. Donc si je peux résumer, ce serait une écoute et une exigence presque de neutralité, c'est-à-dire quelles que soient les versions, essayer de rester dans cette neutralité, ce qui est loin d'être simple. Oui. Être factuel et recouper peut-être les sources. Oui, croiser les informations. Il faut avoir différentes informations croisées, et puis finalement, on s'aperçoit que les informations croisées apportaient le même résultat, la même conclusion. Et de la prise de recul. Oui. Comment on fait pour prendre du recul dans une situation comme ça? Tu vois, parce que j'entends souvent ce terme ah oui, il faut prendre du recul. Comment on fait pour prendre du recul dans un contexte, tu vois, où on a la tête dans le guidon, quoi? Je crois que l'expérience sportive permet de prendre du recul. Enfin, quand on est arbitre de foot, on prend forcément du recul. On s'entraîne mentalement, on s'entraîne physiquement. Il faut garder une certaine lucidité. Oui. Parce que dans un match, les joueurs perdent la lucidité. Plus ils sont fatigués, plus ils perdent de lucidité. Et donc pour qu'un arbitre garde pendant 90 minutes, voire 120 minutes quand il y a des prolongations, la même lucidité, il faut être préparé mentalement par rapport à ça. Donc c'est pas facile. Je pense qu'il faut être neutre, il faut garder une lucidité, mais ça se travaille, ça. Presque l'invitation, ce serait d'aller éprouver le mental dans le sport. Ouais. Moi, je le vois avec la boxe, tu vois, par exemple. Ouais. Alors nous, on est sur des temps très très courts, mais 3 minutes, c'est long. Oui, c'est long. Quand ton adversaire a l'ascendant et psychologique et technique sur toi, ce qui est mon cas vu que je débute, ça demande une prise de recul de tous les instants, si tu veux. Oui. Donc le conseil, l'invitation, d'après ce que tu dis, ce serait
aller éprouver et travailler le mental par par le sport ou par autre chose. Il y a peut-être d'autres choses qui pourraient parler aux auditeurs qui nous écoutent et nous voient. Finalement, aller travailler le mental ailleurs et aller transposer ça dans l'entreprise. Oui. Tu as pas mal de séminaires de managers qui sont animés par des anciens sportifs de haut niveau. Oui. Souvent. Ah, génial. De tous les rugbyman, Edgar Gros-Piron, skieur sur boss, fait pas mal de formations sur le management, sur le mental. Je pense que c'est bien que les directions générales fassent des séminaires pour les managers avec des anciens sportifs de haut niveau, parce qu'ils parlent de leur expérience, ils parlent de leur vécu, et on peut transposer un vécu de sportif de haut niveau dans l'entreprise. Bosser dans une boîte sous pression, c'est du sport de haut niveau, c'est quelque part. Donc voilà, il y a plein de paramètres qui ressemblent, qui se regroupent. Et je pense que toujours garder la lucidité, toujours être prêt, toujours prendre la hauteur, toujours très important. Donc ça demande une hygiène de vie et une condition physique et mentale finalement. L'hygiène de vie est très importante, tu as raison. De tous les instants. Un arbitre, il faut ils ont des conseils de diététique, voilà, ils font attention. Enfin, moi, quand j'étais arbitre, je faisais attention à ce que je mangeais, je faisais beaucoup de siestes. La récupération, c'est hyper important. On s'entraînait, moi je m'entraînais 30 bornes de footing par semaine, je faisais de la musculation, je faisais de la natation pour être prêt le week-end pour arbitrer, parce que sur un match, un arbitre il court entre 10 et 12 km. Donc il faut être hyper efficace, hyper préparé. Voilà, c'est bien dormir, bien manger, sainement, avoir une hygiène de vie qui soit irréprochable, et ne pas boire d'alcool. Voilà. Alors, j'entends une certaine forme de rigidité là-dedans. Comment tu navigues, ou bien ça n'a pas du tout sa place, comment tu navigues, alors peut-être dans le professionnel, pour avoir cette hygiène de vie et en même temps amener de la souplesse dans cette hygiène de vie, où il n'y a pas de sujet pour toi. Il n'y a pas de sujet pour moi, parce que moi j'ai toujours... le week-end, j'aime bien faire quelques siestes, ça fait du bien. 1 heure de sieste, ça fait pas de mal. Ça permet de récupérer. D'ailleurs, dans les startups, ils mettaient en place des box spéciales pour se reposer 20 minutes, 30 minutes. Je pense que la récupération, c'est important. Le métier d'entreprise aujourd'hui, il y a plein de métiers où c'est du sport de haut niveau. Oui. C'est de la compète, c'est du sport de haut niveau, donc il faut pouvoir récupérer. Manger du poisson, pas toujours de la viande rouge, enfin voilà, il y a plein de conseils diététiques par exemple. Dormir, marcher, s'aérer, faire du sport à côté. Il y a plein de salariés que je connais qui font du sport en salle, voilà, c'est hyper important pour le cardio, tout ça. Donc c'est une globalité, chacun fait comme il semble. Chacun fait selon ses besoins, ses envies, ses attentes. Enfin, moi, en tout cas, je sais que marcher, dormir, récupérer, moi, mes 7-8 heures de sommeil, c'est important pour moi. Tu vois, c'est hyper important. Et justement, ça fait émerger une question autour du corps, du mouvement de la sédentarité dans le monde de l'entreprise, qui est un sujet. Oui. Quel équilibre quand tu passes 8 heures, voire 10 par jour assis devant un ordinateur? Est-ce que toi, en tout cas, tu avais des respirations avec le corps sur ton lieu de travail, ou pas de sujet pour toi? Au bout de 2 heures, je faisais une pause de 10 minutes, un quart d'heure. Par exemple, je descendais... marcher un peu, je prenais l'air quand le temps le permettait, on se croisait des collègues, après il y a la pause de midi, on peut aller déjeuner tranquillement, et puis voilà. Je sais qu'entre midi et 2, il y a plein de salariés qui font du sport. Oui. Bon, c'est une façon pour eux de se préparer, et puis ils reviennent au bout d'1 heure, et ils prennent une douche, ils sont nickel pour travailler. Chacun fait comme il veut. Et l'entreprise peut-être peut faciliter aussi ces espaces-là. Aujourd'hui, ça commence à arriver en tout cas. Dans les offres sociales, il y a le CSE qui prend en charge une grosse partie du forfait sportif, de salles sportives. Donc c'est un avantage en nature intéressant, et les salariés peuvent en profiter. Donc pourquoi ne pas en profiter? Oui, finalement, c'est une approche globale au sein de l'entreprise de faciliter aussi ces conditions-là et ces espaces-là. Bien sûr. Un sujet qu'on voulait aborder ensemble, c'était sur le recrutement.
et faire le parallèle entre le recrutement des arbitres et le recrutement en entreprise. Il y avait une étude que tu avais envie d'évoquer pendant l'interview. Oui. Je t'en prie. Alors cette étude, elle a été réalisée par Odoxa pour La Poste il y a 2-3 ans, auprès d'un échantillon de 300 DRH qui travaillent dans des entreprises de plus de 10 salariés. Et qui disait que embaucher un arbitre, c'était aussi une qualité appréciée dans l'entreprise, pour différentes raisons. Parce que on s'est aperçu que 92% des recruteurs avaient une bonne image, je dirais, des arbitres auxquels ils associent de très nombreux traits d'image positifs. Okay. Par exemple, il disait être arbitre permet de développer des qualités personnelles, professionnelles et des qualités de management, notamment confiance en soi, honnêteté, objectivité, autonomie. Professionnellement, là encore, les recruteurs associent de nombreuses qualités aux arbitres, comme la rigueur, l'engagement, ou encore la réactivité et l'intégrité. C'est important quand on va prendre des décisions, c'est important. Et puis, ils voient aussi dans les arbitres des managers de talent, dotés d'autorité, de capacité à prendre des décisions, ce qui est normal. Et puis du sens des responsabilités ou de la capacité à gérer les conflits. Parce que sur le terrain, on doit gérer beaucoup le conflit. Il faut faire preuve de communication, mais de maîtrise des émotions par rapport à ça. Voilà. Résultat, tous les métiers leur semblent adaptés aux arbitres, des fonctions de management, aux métiers commerciaux, à l'exception des métiers de la création. Ça, c'est un peu quelque chose de négatif. 90% des recruteurs considèrent que les qualités développées par les arbitres leur permettront d'évoluer plus rapidement dans les entreprises, par exemple. Et enfin, 89% des recruteurs disent que être arbitre constitue un plus en termes d'employabilité. Donc, ce que je disais quand on fait des stages d'arbitrage, je disais à tous les jeunes arbitres qui recherchent un job, mettez sur votre CV que vous êtes arbitre, parce que ça plaît aux recruteurs, et parfois, ça peut faire la différence sur un poste. Donc c'est une étude que je voulais partager avec toi, comme quoi l'arbitrage et le monde professionnel est intéressant. J'ai fait plusieurs posts sur LinkedIn sur ce sujet, mais c'est assez intéressant. Et quand j'échange avec des recruteurs, ils me disent c'est vrai que ce sont des qualités appréciées en entreprise. Et ce que j'entends dans ce que tu dis, alors 2 choses que j'entends. Là, on parle absolument pas de compétences techniques ou d'expertise. On parle d'un savoir-être et d'une posture qui est travaillée grâce à l'arbitrage et finalement qui fait la différence dans la posture lors du recrutement. Il y a ça. Et finalement, encore une fois, tout comme pour la gestion du stress ou les sujets qu'on a abordés précédemment, c'est finalement parce que tu vas aller travailler ta posture soit dans le sport ou soit dans une autre activité ou un autre engagement. Pour moi, c'est le tiers-temps, tu vois, c'est comment finalement tu emploies ton temps pour t'engager, être utile, contribuer, avec une notion peut-être plus présente de plaisir que dans l'entreprise. Parfois, on est peut-être moins libre dans l'entreprise. Et c'est parce qu'on va travailler dans ce tiers-temps des compétences que finalement, ça va faire une passerelle avec le monde professionnel. Oui. Tu as déjà eu à recruter des gens, Christophe ? Oui. Ta méthode pour recruter, comment tu fais ? C'est pas une science exacte. Ouais. C'est très difficile de recruter. Je me mets à la place de tous les recruteurs de la place. Dédicace ? Non, mais en tout cas, c'est important parce que c'est pas facile. C'est pas facile de pouvoir... on n'aura jamais... Enfin, moi, j'ai jamais eu de candidat qui correspondait à 100% aux critères du poste. S'ils avaient 80-85% du poste, qu'ils avaient une potentiel d'évolution, c'est déjà assez intéressant par rapport à ça. Moi, j'ai eu la chance de recruter des candidats qui sont restés stables dans leur carrière professionnelle. Je n'ai pas eu beaucoup de turnover. Parfois, à l'époque, ça fera peut-être une bonne transition, il n'y avait pas un système de rémunération suffisamment intéressant pour pouvoir garder les gens. Ok, donc ça se jouait là-dessus. Donc ça se joue aussi là-dessus, sur les avantages sociaux, voilà, parce que les gens ont aussi besoin d'être assurés, mais aussi le recruteur ou le directeur commercial qui recrute effectivement un collaborateur, il va le payer 50 000 euros fixe brut annuel, plus les charges, il va le payer chargé 75 000 euros. Il attend que le collaborateur amortisse effectivement l'impact du salaire qu'il va dépenser.
c'est pas forcément évident. On a des collaborateurs qui rapportent 2,5 fois plus leur rémunération chargée. Hein. Ça, ce sont des talents. Hein. Voilà. Mais recruter quelqu'un, c'est difficile. Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est l'intégration. Quand tu recrutes quelqu'un, si tu loupes l'intégration, eh bien, tout le monde est perdant. L'intégration d'entreprise est hyper important. C'est donner les clés, donner les codes, expliquer les écueils, parler de la politique sociale, parler de la petite entreprise. C'est hyper important. Et je vois que beaucoup d'entreprises, en ce moment, ont profité de la transparence des rémunérations pour retravailler la politique de rémunération, retravailler l'intégration du collaborateur, l'onboarding et l'outboarding. Voilà, la sortie aussi. Se séparer des collaborateurs. Oui, en bon terme. En bon terme et le faire très bien. Ouais. C'est important aussi. Il y a plein de boîtes qui le font de plus en plus. C'est génial. Parce qu'il faut aussi laisser une bonne image pour l'employeur. Oui. Mais une intégration réussie, c'est pour moi la base d'un engagement durable dans le temps avec le collaborateur. Et là encore une fois, c'est faire preuve de transparence. Alors, à un certain degré, on pourra en discuter, pour vraiment que le nouvel arrivant puisse comprendre finalement la culture de l'entreprise, mais aussi savoir dans quoi il s'embarque. Absolument. Parce que, à la décharge, moi j'ai eu l'occasion d'avoir été recruté par le passé pour différents postes. Globalement, je n'ai pas eu de mauvaise surprise entre ce que m'a dit le recruteur et ce que j'ai vécu en entreprise. Par contre, on peut tomber sur des postes qu'on va idolâtrer, qu'on va valoriser. Et on se rend compte que quand on arrive en entreprise, ça correspond à peine à 10% de ce qu'on vous a raconté. Là, c'est un peu dommage. C'est une perte de temps et une perte d'argent pour tout le monde. Voilà. Oui, donc être finalement bien clair sur le contexte de l'entreprise, ses valeurs, ses codes. Parce que ça peut être motivant pour certains profils. Bien sûr. Et selon où on se situe dans sa vie, ça peut être hyper porteur et valorisant d'aller se confronter à ce genre de contexte, s'il est nommé, en fait, encore une fois. Mais encore une fois, il y a de très très belles entreprises qui font un super boulot d'intégration, donc il faut aussi les valoriser également. On passe à la dernière partie de cet épisode où on avait tous les deux envie de parler de la directive qui va bientôt passer. Gros sujet. Gros sujet. Si tu es d'accord, on pourra transmettre ton mémoire à ce sujet. Oui, s'ils veulent, bien sûr. Qui est vraiment très complet et qui invite vraiment à la réflexion. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Par où commencer ? Bon, les délais ont été reculés parce que personne n'est dans les temps. Comment tu l'aperçois, cette directive ? Est-ce qu'elle se rajoute finalement à un historique où on essaye d'amener de l'égalité entre les hommes et les femmes ? Est-ce que ce n'est pas une énième directive en plus ? Quand j'ai fait mon MBA Campaign Bain, naturellement, je me suis penché sur ce thème de mémoire. Donc 2 ans avant que ça sorte. Donc déjà, on y pensait. Je me suis rendu compte que les boîtes n'étaient pas prêtes du tout. Voilà. Et quand j'ai interviewé des chercheurs, des praticiens, des DRH, des journalistes, des historiens, des auteurs, des campaign men, des délégués syndicaux, j'ai pu mesurer l'attente de cette directive parce que depuis 40 ans, effectivement, il y a eu plusieurs choses. La loi Pénicaud qui est sortie, voilà, l'index égalité homme-femme, puis plein d'autres choses sur les quotas, etc. Je me suis aperçu que, en fait, quand j'ai pris cette décision de faire ce mémoire, je me suis aperçu de plusieurs choses. Ça faisait 25-30 ans que je faisais du conseil auprès des DRH. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de collaborateurs qui étaient en place, qui gagnaient X milliers d'euros et qui voyaient l'arrivée d'un nouveau collaborateur gagner plus que lui. Donc, pour le même poste, ça crée des tensions. Je me suis aperçu qu'effectivement, il y avait un écart de 14% de rémunération entre un homme et une femme pour un poste égal. Que je me suis aperçu que les écarts de rémunération étaient souvent dus au fait que soit on n'osait pas demander d'augmentation, soit, notamment de la part des femmes, soit que la plupart des femmes faisaient beaucoup plus de travail à temps partiel que les hommes. Donc ça contribuait aussi à des écarts de rémunération, notamment. Voilà. Et je me suis aperçu aussi que
en accompagnant les DRH dans le conseil, que la rémunération n'était pas suffisante, qu'il fallait avoir aussi des avantages sociaux, que parfois les avantages sociaux n'étaient pas suffisants pour combler les écarts de rémunération. Voilà. Et puis je me suis aussi aperçu que il y avait quelque chose qui me titillait, c'est qu'en France, on n'aime pas la notion d'argent. Ah, je suis contente qu'on l'aborde. On aime la notion d'envie. Oui. C'est pareil, aux États-Unis, quand tu vois une belle bagnole, l'Américain, il va se dire, je vais tout faire pour avoir cette belle bagnole. Oui. Alors qu'en France, le mec, il va dire, je veux prendre ta bagnole. Voilà. Ouais. Quand on on parle, est aigri, hein. Quand on parle de rémunération des sportifs de niveau, aux États-Unis, par exemple, c'est inscrit sur la carte de visite. Ouais. Alors qu'en France, on commence à y venir. Quand on parle des entrées au cinéma en France, on dit ça fait 1 million d'entrées. Aux États-Unis, on dit ça fait 40 millions de dollars cette semaine. Oui. C'est complètement différent entre l'anglo-saxon et le français. Voilà, on est dans un monde d'envie, mais voilà. Donc moi, tous ces thèmes, ça m'a intéressé. Et quand j'ai écrit ce mémoire, je me suis régalé à l'écrire parce qu'on est parti de l'aspect historique, préhistoire, voilà. Les femmes aussi qui remplacent les hommes à l'usine pendant les guerres et dans les fermes pendant les guerres. Donc il y a tout un contexte politique, enfin contexte économique, historique. J'ai voulu aussi aborder dans cette directive, dans ce mémoire, l'éducation que l'on reçoit, qui nous influence dans le choix des métiers. Pourquoi il n'y a que 18% des femmes dans les écoles d'ingénieurs ? Pourquoi il y a 99% des femmes dans les écoles de sages-femmes ? Voilà. Pourquoi, lorsqu'on choisit des études en seconde, première, terminale, pourquoi on n'a pas assez de femmes dans les métiers de mathématiques, de scientifiques ? Alors qu'il y a des femmes brillantes, il y a des mathématiciennes brillantes. Voilà. Donc, tout ça, ça influence le choix des métiers et forcément, ça influence aussi les différentes typologies de rémunération parce que dans les métiers sociaux, on est moins bien payé que dans les métiers scientifiques, dans les métiers d'ingénieur. Donc, ça a aussi contribué aux écarts de rémunération. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a passionné. J'ai aussi interrogé des courtiers spécialisés en rémunération. J'ai rencontré des gens extraordinaires. C'était un vrai plaisir d'écrire ce mémoire. Voilà, et je me suis régalé. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça m'a ouvert des portes en matière professionnelle. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Et après, j'ai pu parler de ça naturellement, quoi. Un chiffre que j'ai particulièrement retenu dans ton mémoire, c'est ce fameux 43% des femmes qui ne demandent pas d'augmentation salariale. Ouais. Et le chiffre m'échappe sur la négociation du salaire à l'entrée. Et moi, je me suis beaucoup reconnue dans les comment dire, dans le portrait. Alors, c'est pas des portraits, mais dans l'analyse que tu fais sur les femmes qui ont des plafonds de verre, qui n'osent pas, qui ont une éducation, on va dire, tournée plus vers le littéraire que le scientifique. Enfin voilà, tout ce cocktail-là culturel m'a beaucoup parlé. Et je me suis dit finalement, comment on peut faire, c'est-à-dire ne pas avoir d'attente par rapport à cette directive ou à ce qui est mis en place par les institutions. Comment, à l'échelle individuelle, on peut travailler sur cette éducation, sur cette audace presque de se dire, en tant que femme, en fait, j'y vais. Dans le mémoire, j'ai repris l'étude Indeed qui a été faite en 2023 oui. Auprès des femmes du monde entier, dans différents pays, dans différents secteurs d'activité. Et c'est vrai que on constate que beaucoup de femmes n'osent pas demander une augmentation de salaire ou demandent moins que les hommes. Tu vois, Christine Lagarde, la patronne de la BCE, disait très justement moi, quand j'ai 100 hommes qui viennent me voir, ils me demandent tous une augmentation de salaire. Quand j'ai 100 femmes qui viennent me voir, elles ne demandent il n'y a que 10% des femmes qui demandent une augmentation de salaire. Quand elles postulent pour le poste, parce que moi, j'avais... Alors là, c'est un souvenir, donc je n'ai pas la source. Ouais. Mais les femmes, si elles considèrent qu'elles ne valident pas tous les critères du poste, n'y vont pas. En tout cas, il y a une proportion non négligeable qui n'y va pas. Là où les hommes, ils disent j'y vais. J'ai le potentiel, j'y vais. Ils y vont parce qu'ils disent même si je ne respecte pas complètement le poste, si je respecte que 70% des missions du poste, je vais quand même postuler parce que je sais que j'ai un potentiel d'évoluer par rapport à ça. C'est ça. Comme si nous, on avait un plafond de verre sur nos ressources, notre agilité, là où tu te rends compte finalement dans
dans le contexte que les femmes savent déployer d'énormes ressources, ne serait-ce que dans les 2 jobs quand elles ont des enfants. C'est une organisation, tu vois, tu parlais d'organisation. C'est une organisation au millimètre, quoi. Il y a des femmes aussi qui méritent autant que les hommes d'avoir une très belle carrière professionnelle. Quand elles ont des familles, il faut que chacun arrive à s'organiser. Oui. Il faut que le conjoint s'organise aussi pour que sa conjointe puisse avoir une très belle carrière professionnelle. Les femmes n'ont rien à envier aux hommes. Je suis désolé. Il y a des femmes brillantes. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des équipes mixtes. Oui. Les femmes travaillent très très bien. Je veux dire, elles font plus dans les détails, elles sont plus précises, notamment dans le conseil. C'est intéressant. Moi, je pense que l'éducation joue aussi beaucoup. Le choix des études joue aussi beaucoup. Alors, moi, je considère que cette directive qui va arriver va permettre de réduire les écarts, de calculer les écarts de rémunération. On ne doit pas dépasser 5%. Voilà. Donc, il y a plein de choses qui vont arriver. Je pense que déjà, pour réussir ça, il faut que ça soit porté par le top management. Évidemment. Il y a pour moi 2 enjeux. Il y a des enjeux capitalistiques et des enjeux sociaux. Enjeux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, pour recruter des talents, il faut qu'il y ait une politique de rémunération qui soit claire et précise. Oui. Les talents n'iront pas dans une boîte où il y a une absence de politique de rémunération, premièrement. Il y a un enjeu capitalistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les investisseurs qui veulent investir dans des boîtes veulent, à mon sens, qu'il y ait aussi une politique claire en matière de transparence des rémunérations. Tu penses sincèrement ça ? Oui, parce que si c'est pas clair, elles n'iront pas investir dans les boîtes. Ah, ok. En termes de stabilité, de crédibilité. D'image. Okay. Donc, si les investisseurs ne vont pas dans les boîtes qui n'ont pas mis en place une politique de rémunération qui soit claire et définie, ça va empêcher la boîte de se développer davantage. Et un autre enjeu, moi, tu vois, pour revenir au sujet des femmes, peut-être qu'avec ces grilles de rémunération, tu as finalement des arguments tangibles sur lesquels tu peux argumenter et qui seraient peut-être plus faciles, plus objectifs d'argumenter. Aujourd'hui, tu as quand même des conventions collectives qui ont des classifications qui sont obsolètes. Alors, tu as quand même la métallurgie qui a fait SAMU au niveau de la convention collective, qui a repris toute sa convention collective, qui l'a simplifiée, qui va dans le sens de la directive européenne. Tu as une autre convention collective qui est en train de s'y mettre, c'est tout ce qui est médico-social également. Mais je pense que c'est le moyen aujourd'hui de redéfinir des classifications, de redéfinir des pesées de poste, par exemple, de construire une politique de rémunération qui soit fiable, qui soit cohérente. Mais ça, il faut avoir des bonnes données. Si tu n'as pas de bonnes données, tu ne peux pas faire de bonnes analyses et prendre les bonnes décisions. C'est ce que tu disais dans ton mémoire. Finalement, la plus grosse difficulté va être la collecte des données. Absolument. Le temps, ça va être une charge énorme de collecter les données aussi. C'est le rôle des contrôleurs de gestion, c'est le rôle des compagnies de le faire dans l'entreprise. Et ça va être extrêmement précis. Mais après, je pense que les entreprises peuvent se faire aider de cabinets spécialisés. Alors, bien sûr. En ce moment, sur LinkedIn, ils y vont tous. La transparence, comment on peut vous accompagner. Il y a des cabinets sérieux, il y a des cabinets qui ont construit des politiques de rémunération assez intéressantes. Je pense à Korn Ferry, à Deloitte, à Willis ou à Mercer, par exemple. Bon, ce sont les 4 groupes qui sont référencés aujourd'hui. Il y a aussi MCR, il y a pas mal de groupes intéressants. Donc, eux, ils peuvent vraiment apporter une solution intéressante aux entreprises. L'autre sujet important, c'est de former les managers à parler rémunération. C'est ce que j'allais te dire, c'est que finalement, dans les échanges qu'on a pu avoir avec les DRH aux afters DRH, c'est comment on va aborder tous ces sujets-là. Est-ce que ça ne va pas être source de conflits, de tensions ? Comment aborder ça ? Comment former les gens pour communiquer là-dessus ? Moi, ça me paraît simple dans la mesure où à partir du moment où c'est cohérent, ça s'explique, mais ça ne suffit pas. Non, je pense qu'il faut construire une politique de rémunération. Il faut communiquer cette politique aux partenaires sociaux. Il faut avoir un discours clair sur le sujet. Tu as ce qu'on appelle les livrets d'accueil. Il y a pas mal de boîtes qui sont en train de refaire leur livret d'accueil
pour valoriser la politique de rémunération des avantages sociaux de la boîte, de la boîte vis-à-vis des collaborateurs. Moi, je me suis aperçu dans mon métier précédent, dans mes différents métiers de conseil, c'est que quand j'allais voir un DRH, une entreprise, je me rendais compte qu'il n'y avait pas assez de communication sur les avantages sociaux pour les collaborateurs. J'allais y venir. Et l'un des outils les plus intéressants qui existait, que je pratique depuis 12 ans, c'est le BSI, le bilan social individuel. Moi, j'ai mis en place pas mal de BSI parce que quand vous avez un entretien annuel avec votre collaborateur, qui va vous demander à chaque fois une augmentation de salaire, c'est important aussi de... Oui. Les femmes, on les encourage à le faire plus, mesdames. Ceci est pour vous. Ça te paraît évident, mais effectivement, ça te paraît évident. Mais je ne fais pas de genre. Voilà, je fais pas parfait, de genre. merci. Pas de genre. On est au bon endroit. Par contre, le BSI est un super outil pour expliquer à chaque collaborateur son évolution en matière de rémunération, les avantages sociaux, le coût de la formation, la voiture de fonction, la mutuelle prévoyance, la part patronale, la part salariale, etc. etc. Tous ces éléments-là, quand je parle du PE, il y a des boîtes qui mettent en place de l'abondement sur le PE. Oui. C'est hyper important, l'abondement du PE. Voilà. Avoir un PE sans abondement, c'est dommage. C'est dommage. C'est pas très valorisant, à mon avis. Ça n'engage que moi, bien évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est que le BSI est déjà un très bon outil de communication. Et souvent, on s'aperçoit que quand on regarde l'évolution de sa rémunération depuis 5 ans, et qu'on compare par rapport aux tendances du marché, on s'aperçoit que finalement, on n'est pas si mal que ça. Et que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. Voilà, donc ce sont des éléments de communication importants. Former les managers par la rémunération, c'est hyper important. Il y a des formations qui sont en train d'être mises en place par des cabinets conseils. Moi, j'encourage beaucoup les DRH à former leurs managers sur la partie comment aborder la rémunération avec les collaborateurs. Oui, et ce que j'entends dans tous les avantages, le package finalement, oui. C'est OK, il y a la rémunération. C'est un point important à négocier et de demander à être augmenté. Néanmoins, il y a tout ce package autour qu'il faut maîtriser oui. Et qu'il faut pouvoir communiquer. Expliquer, communiquer. Et communiquer. Absolument. Et ça veut dire une information des deux côtés, c'est-à-dire à la fois pour le recruteur ou le manager et pour le salarié. C'est-à-dire que nous aussi, on a une responsabilité individuelle de nous former, de comprendre finalement à quoi on a le droit pour que ce soit dans la négociation. Et je pense... Alors, je parle en mon nom, je ne vais pas parler au nom des femmes, mais moi, tu vois, j'aurais tendance, si j'étais salariée, peut-être à demander un temps partiel, parce que ça a du sens pour moi, et d'aller négocier sur le package. Mais négocier sur le package, ça veut dire extrêmement bien maîtriser le package. Après, le package des avantages sociaux, c'est souvent collectif. Hein. Oui. Voilà, sauf l'article 83, le système de retraite... Le système de retraite, il peut être mis en place pour une catégorie objective hein, et pas forcément pour une autre. Hein. Ou alors, il peut être mis en place sur les cadres et non-cadres, mais avec un pourcentage de prise en charge de l'employeur différent. Ça dépend. Mais par contre, le package, on parle souvent d'intéressement, participation à l'épargne salariale notamment, voiture de fonction, ordinateur portable, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là. Mais il y a pour moi encore beaucoup de recruteurs qui doivent faire un effort sur... expliquer le package auprès d'un collaborateur. Quand quelqu'un recrute une personne, il faut aussi, sans forcément attendre le rendez-vous avec la DRH ou le DRH, parler du package global de rémunération. Parce que ça donne une indication. C'est comme dans la transparence des rémunérations. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de demander l'ancienneté de la rémunération au collaborateur. À partir du moment où on fait une fiche de poste avec une fourchette de rémunération qui est intégrée, rien n'empêche de négocier un peu plus éventuellement lors de l'entretien. Voilà. Mais voilà, on parlait de période d'essai, on parlait de gens qui intègrent les entreprises. Moi, j'ai rencontré pas mal de femmes qui se sous-estimaient par rapport à leur performance et à leur capacité. Il y a des femmes brillantes qui n'osent pas demander un niveau de rémunération. Moi, je leur disais, commencez avec une période d'essai avec un niveau de rémunération, et puis à la fin de la période d'essai, vous négociez une rémunération supplémentaire. Oui. Par exemple. Oui, j'avais évoqué avec toi cet exemple de manager qui renouvelait systématiquement la période d'essai pour... alors lui, confiance en lui, hein, c'était un homme, donc ça ne remettait pas en question sa légitimité et ses compétences, mais c'était pour montrer ce qu'il était capable de proposer, donc de mettre en action le potentiel, pour augmenter finalement le salaire par la suite. Oui. J'aimais beaucoup cette approche parce que finalement, je pense qu'on a plein d'outils
à la fois sur lesquels s'appuyer, pour pouvoir échanger. Il faut savoir jouer avec les règles du jeu. Moi, c'est ce que je retiens finalement de cette directive, c'est maîtrisons les règles du jeu pour finalement trouver la meilleure manière de collaborer, de travailler ensemble. On parle de package, je donne 2-3 exemples. On parlait du PE, on parle de la mutuelle. La mutuelle, quand on dit il y a une mutuelle à l'entreprise, il y a de tout en mutuelle. Il y a des mutuelles où il y a un minimum de garantie avec une cotisation faible mais avec des restes à charge énormes, ce qui fait du pouvoir d'achat en moins pour les salariés. Donc ça, il faut quand même comprendre de quoi on parle quand on parle de mutuelle. Il faut le maîtriser. Bon, ça, c'est mon job. Moi, j'ai formé des DRH sur ces sujets-là. Je me suis aperçu qu'il y avait vraiment un besoin d'accompagnement parce que quand tu as un collaborateur qui rentre dans une entreprise, qui dit, bon, OK, j'ai accès à la mutuelle prévoyance, c'est quoi les garanties, sur quoi je peux éventuellement prétendre si je vais me faire un implant, etc. etc. Donc, voilà. Bon, moi, je connais les bases de remboursement, je sais expliquer, transformer en montant les éléments de... Voilà. En concret, finalement. En très concret. Maintenant, avoir une très bonne mutuelle pour la famille, avec peu de reste à charge, c'est du pouvoir d'achat en plus pour les salariés. Ouais. Avoir une très bonne prévoyance, en cas d'arrêt de travail, en cas de décès, c'est important. Voilà, en espérant que les salariés sachent remplir les clauses bénéficiaires de façon correcte, ce qui n'est pas encore évident. La partie retraite, la partie épargne salariale, la haut placement conjoint, ça fait partie du package de rémunération. Oui. Par exemple. Moi, que je méconnaissais quand tu m'en as parlé, qui est essentiel. Bien sûr. Les offres sociales, alors plus l'entreprise est grande, plus le budget des offres sociales du CSE est important. Mais les offres sociales, quand vous partez en voyage avec 60% de réduction sur un prix, vous allez à l'étranger, etc., c'est hyper intéressant. Quand vous avez une prise en charge à hauteur de 1 000 € par an pour les clubs de sport, pour le cinéma, c'est de l'argent, c'est du pouvoir d'achat pour les salariés. Et je trouve que les offres sociales ont un rôle important. On a des délégués personnels qui font un super boulot. Il faut aussi valoriser ça quelque part. Voilà. Et les offres sociales font partie de la rémunération, quoi qu'on en pense. Par exemple. Voilà. Merci, parce que finalement, ça permet de voir cette directive comme l'opportunité pour les entreprises de montrer quelle est leur philosophie autour du travail. Ça redevient un enjeu aujourd'hui. Oui. C'est un enjeu qui est un peu éteint, qui se réactive quelque part. Donc ça veut dire que quelque part, les entreprises, elles ont un sacré challenge. Alors c'est sûr que ça va faire beaucoup plus de boulot pour les équipes RH, bien évidemment. Le temps de la transition. Ouais, le temps de la transition, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que si on veut... Les entreprises vont être en concurrence permanente sur les talents. Donc si on veut pouvoir attirer les talents... Et puis il y a un autre sujet important parce que il va y avoir une transposition en droit français. Il y aura aussi une transposition en droit d'autres pays européens. Donc toutes les boîtes qui ont des filiales à l'échelle européenne devront construire aussi une politique de rémunération qui soit équitable. Surtout que la fiscalité entre les pays est différente. Donc il va y avoir beaucoup de réflexions entre les DRH, les compagnies, les directions générales sur ces sujets-là. Je pense au groupe LVMH, L'Oréal, enfin toutes les boîtes qui ont des filiales internationales. Il y a des gros sujets intéressants. Donc c'est le moment de se pencher dessus. Voilà. Une dernière question peut-être, je vois l'heure tourner, mais peut-être que ça va nous emmener loin. Dans cette volonté de parité, il y a deux questions qui m'étaient venues. C'est finalement, est-ce que le passage est un peu obligé vers la discrimination positive, c'est-à-dire parce que je suis une femme, je suis choisie. Et dans ton mémoire, tu utilises ce terme que j'ai beaucoup aimé, c'est finalement, est-ce que je deviens un candidat quota, comme pourrait l'être pour le handicap, par exemple. Moi, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'être un candidat quota si je suis sélectionnée dans un recrutement. Comment on fait avec ça ? Quelle est ton opinion là-dessus ? Moi, un jour, j'ai eu besoin d'embaucher 20 personnes. Je me disais, je veux les meilleurs. Que ce soit 20 femmes ou 20 hommes, je m'en contrefiche éperdument. Je veux les 20 meilleurs. Je ne fais pas de genre dans le recrutement. Je n'ai pas de quota particulier en tête. Mais il se trouve qu'en faisant ce recrutement, je suis arrivé à une équipe assez homogène, puisque j'avais 12 femmes et 8 hommes. Je me suis éclaté à manager 20 personnes, 12 femmes et 8 hommes. C'était un équilibre naturel pour moi. Voilà. Mais
ça m'est arrivé à moi, mais je ne sais pas comment ça se passe avec les autres. Oui, c'est une C'est une expérience. expérience que j'ai vécue. Ton expérience. Et une deuxième question qui m'est venue. Finalement, cette démarche vers la parité, est-ce qu'on a le recul suffisant pour dire que les entreprises sont plus performantes, ont de meilleurs résultats avec cette parité, ou on n'a pas de recul là-dessus parce qu'on pourrait presque partir du principe que parce qu'il y a la parité, dans une certaine forme de rigidité, pour moi, je partage complètement ton point de vue sur j'engage les meilleurs et c'est pas genré comme approche. Finalement, est-ce qu'on a le recul suffisant pour dire que la parité est vraiment au service de la performance et de la productivité? À ma connaissance, non. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites. Enfin, à la fin de mon mémoire, je parle de Christine Lagarde qui disait qu'elle veut féminiser à 40% son COMEX. Elle disait, alors je ne sais pas sur quelle base elle se plaçait, mais elle disait que si on avait une parité plus importante dans l'entreprise, on gagnerait 10% de richesse supplémentaire par an. Je ne sais pas sur quelle base elle se fonde. Ouais. Comment ça se vérifie? Je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir dans les études qui ont été réalisées. Mais je pense que cette directive européenne va peut-être permettre de répondre en partie à ta question. Mais je pense qu'il faut avoir 2-3 ans de recul, à mon sens. Maintenant, il faut que les choses soient faites. Parce que si rien n'est fait, parce qu'il y a des entreprises qui sont réfractaires à mettre en place cette directive européenne, qui préfèrent payer des amendes. Oui, qui préfèrent payer des amendes que d'être aux normes. Je pense que les hommes ont un rôle important à jouer pour être sponsor de ça. Parce que si rien n'est fait, dans 50 ans, on sera au même point. Dans 50 ans, on fera encore des podcasts en disant rien n'a évolué, rien n'a changé, etc. Donc il faut que les directions générales soient sponsors de ça, donnent le là par rapport à ça. Il faut que les DRH, les compagnies prennent en charge, les contrôles de gestion prennent en charge tout ça. Il faut que les managers soient formés. Il faut que les délégués du personnel, les syndicats soient aussi des acteurs constructifs de cette évolution également. Moi je pense que dans 2-3 ans, on y verra un peu plus clair. Pour moi, il est trop tôt. Donc c'est vraiment une invitation, en conclusion peut-être, une invitation pour les femmes à oser, à avoir confiance et à finalement avoir, c'est ça, l'audace d'oser. Et peut-être l'invitation pour les hommes à faire confiance. Oui, bien sûr. Tout ça au service de la relation. Absolument. On arrive à la fin de cette interview, Christophe. Un mot de la fin pour conclure sur cette interview. Un mot de la fin. C'était un très bel échange, très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que chaque invité que tu vas voir va pouvoir raconter son parcours. Et je pense que toutes les expériences sont bonnes à prendre, bonnes à intégrer, bonnes à écouter. Moi j'ai passé un très bon moment d'échange. Il y a beaucoup de sujets qui arrivent en entreprise. Il faut être costaud mentalement pour aborder les sujets. Il faut être préparé, il faut être performant, il faut avoir le sens de l'engagement, le sens collectif, et puis avoir une bonne communication pour avancer dans la vie. Voilà. Merci Christophe. Merci à toi. Plaisir partagé. À très bientôt. À très bientôt.